historique sous le nom du droit international privé. Donc, on m'a mis dans le volet historique parce que j'ai évoqué une décision de 1929 quand j'ai fait mon intervention. Je me tiens, c'est une date qui est lointaine, alors c'est de l'historique. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui se produisait en matière de droit international privé pour la validité des mariages sous le Code civil du Bas-Canada? Donc, pendant toute la durée du Code civil du Bas-Canada, on avait l'article 7.1 qui nous disait que la validité de forme, donc tout ce qui touchait la célébration et ce qui l'entourait, était régi par le lieu de la célébration. Donc, le facteur de rattachement qui s'appliquait était le lieu de la célébration. Qu'est-ce qui s'est passé en 1929, dans la décision que j'avais citée? Il y avait 2 Québécois qui s'étaient mariés religieusement seulement en France. Et 13 ans plus tard, lorsqu'ils ont voulu, madame voulait divorcer au Québec, elle a fait la découverte de l'absence d'union. Parce que les règles françaises exigent le mariage civil, ils ne reconnaissent que l'union civile. Donc, comme ils étaient passés uniquement devant au niveau du culte, il n'y avait pas de mariage qui était fait. Dans cette décision-là, effectivement, on regardait 7.1, on dit le lieu de célébration, c'est le seul facteur. On n'avait pas de facteur subsidiaire pour valider l'union. Mais comme il y avait eu 13 ans de vie commune, et en plus que monsieur était très au courant de la nullité du mariage au moment où ils l'ont fait, et que ça faisait partie de son plan, donc monsieur n'était pas de bonne foi dans toute l'histoire. Madame a eu quand même les effets putatifs du mariage, donc on a quand même accordé certaines compensations. Et depuis donc 1929 jusqu'à 1994, c'est une décision qui a hanté un peu le droit international privé au niveau des mariages, parce qu'un mariage uniquement à l'Église au Québec, et on se rappelle que les 2 époux étaient 2 Québécois, il aurait été tout à fait valide s'il avait été passé au Québec. Donc on dit juste parce qu'ils l'ont fait ailleurs, c'était pas bon. En 1994, donc, le législateur profite de la nouvelle mouture du Code civil pour corriger le tir, si on veut, ou pour se joindre au principe de validité des unions. On a la même chose en contrat, principe de validité des contrats, pour ajouter des facteurs subsidiaires. Donc, on trouve l'article 3088 alinéa 2 qui régit maintenant la forme. On a encore le lieu de célébration comme facteur de rattachement initial. Mais si jamais c'est pas valide, en vertu de ça, parce qu'on n'a pas respecté une règle de forme du lieu de célébration, on peut valider l'union si elle est conforme à la loi du domicile ou de la nationalité de l'un des époux. Donc, on pourrait aller chercher d'autres droits. Et si les époux ont des domiciles différents et des nationalités différentes, on peut aller chercher plusieurs droits supplémentaires pour valider l'union. Donc, comme le principe est un principe de validité, on ajoute des possibilités de valider et non des possibilités d'annuler l'union avec 3088. Et quand 3088 est entré en vigueur, donc, et même dans les avant-projets, souvent, quel était l'argument ou l'exemple qui était donné? C'était carrément l'exemple de 2 Québécois qui se mariaient en France sans passer à la mairie. Et à ce moment-là, le droit québécois va pouvoir le valider puisque c'est tout à fait correct de se marier uniquement à l'Église au Québec. Donc, on se rend compte qu'en 1994, les règles actuelles du mariage, avec l'obligation pour le célébrant, peu importe qui il est, de lire les articles du Code et tout, ça existait déjà. Donc, le législateur québécois, en mettant son 3088 alinéa 2 en place, il l'a fait, et tout le monde a vraiment donné cet exemple-là de Québécois se marier en France, et on valide ici. Aucune réaction. Maintenant, en 2016, aucune réaction. Donc, effectivement, probablement que l'intention était que ça soit inclus dedans. Donc, la validité qu'on reconnaîtrait emporte à ce moment-là tous les effets d'un mariage au Québec. Donc, quand on valide un mariage qui a été fait à l'étranger en vertu de 3088, on liste au registre d'état civil et ça emporte tous les effets qu'un mariage valide en fait. Donc, si on retient la position de la ministre de la Justice, 3088 n'engendrerait pas ce résultat-là parce que nous serions encore devant une union spirituelle qui ne saurait entraîner mariage.
Qu'est-ce que le législateur voulait donc dire quand il a fait 3088, alinéa 2, en lien avec la forme du domicile pour ce qui est des Québécois? Donc, le législateur aurait fait une règle qui ne s'applique pas aux Québécois. Pourquoi? Et cet article-là ne pourrait jamais servir à des Québécois, parce que si on essaie de valider une union qui serait contraire à la forme au lieu de célébration par le droit québécois, vous n'en trouverez pas d'union célébrée à l'étranger dans lesquelles on va lire les articles du Code civil. À Cuba, ils ne lisent pas les articles du Code civil. Donc, on va toujours avoir un manquement qui va faire en sorte que la loi québécoise telle qu'elle n'est pas respectée. Donc, 3088, alinéa 2, ne pourrait pas permettre de célébrer une union en vertu du droit québécois, de valider, pardon, une union en vertu du droit québécois si elle a été célébrée à l'étranger. Donc, on viendrait vider de son sens, pour les Québécois, l'article 3088 pourrait peut-être encore marcher pour les étrangers qui se sont mariés dans un État qui n'est pas l'État de leur domicile, mais ne marcherait pas pour les Québécois. Donc, comme les modifications au mariage ont précédé 3088, comme les débats, les commentaires du ministre et les interventions de tous les auteurs de doctrine par la suite ont intervenu en disant que ça validait des mariages comme ceux de Berthiaume Congistu, qui était l'exemple qui avait marqué en 1929. Est-ce qu'il s'agit d'un malencontreux oubli de concordance ou c'était vraiment parce que le mariage religieux emportait encore des effets civils au Québec? Alors, je veux vous laisser sur le fait que si jamais on veut retenir la position de la ministre de la Justice, il faudrait que ça prenne plus qu'un obitaire au niveau d'un tribunal. Il faudrait vraiment qu'il y ait une volonté claire et codifiée. Merci. Merci beaucoup de cette invitation et de tous et toutes d'être ici. Donc, je vais préciser que mon collègue Alain Roy et moi avons écrit un article qui a d'abord été mis en ligne sur ma page personnelle et puis qui va apparaître dans l'heure du droit de l'Université Sherbrooke avec un ou deux ajouts. Et comme il fallait se partager le travail et que cette section s'intitulait Perspective historique, je vais me concentrer sur la situation qui existait avant l'entrée en vigueur du Code civil actuel. Et par tempérament, j'aime les grandes fresques historiques impressionnistes et imprécises. Donc, on regardera depuis la Nouvelle-France jusqu'au Code civil du Bas-Canada et ensuite la réforme de 1994 et le droit criminel canadien. Tout ça en 5 minutes. D'ailleurs, j'ai même pas parti mon chronomètre. Probablement en 7 minutes. 5 à 7 minutes, oui. Bon, ça ne veut pas marcher, c'est bidule. Donc, je pense que c'est intéressant de refaire le parcours. Et en Nouvelle-France, le texte qui a vraiment consacré un régime qui existait déjà auparavant, c'est l'ordonnance sur la procédure civile de 1667, mais il y avait des règles sur les registres. Et à l'époque, c'était seulement les registres que les curés catholiques tenaient, puisqu'il n'y avait pas d'autres religions qui étaient reconnues. Pour les baptêmes qui constataient les naissances, les mariages et l'inhumation, il y avait cette obligation d'avoir 2 registres tenus aux frais de la fabrique, mais un des 2 était envoyé chaque année au greffe de la juridiction pour servir de preuve civile à des fins juridiques. Les 2 peuvent avoir une valeur officielle, si je me souviens bien. Mais donc, c'est l'origine de notre système de registre lié à la compétence d'un célébrant religieux. Et donc, là, je fais évidemment des grands sauts dans le temps. L'Acte de Québec de 1774, on officialise le statut de la religion catholique. On est très vague sur les protestants, ce qui était inconcevable que les protestants n'aient pas le pouvoir de célébrer officiellement des mariages. Mais bref, on va dissiper la confusion en 1795, mais en accordant le droit de tenir ces registres et de célébrer donc des mariages seulement aux curés catholiques et aux anglicans, et pas aux autres protestants, notamment aux presbytériens. Donc il va s'en suivre une lutte politique pour obtenir à la pièce dénomination religieuse par dénomination religieuse, nommer spécialement dans une loi le pouvoir de tenir ce registre et de célébrer les mariages. Et évidemment, bien sûr, d'inscrire les baptêmes et les inhumations. Et souvent, dans le cadre de ces lois, il faut valider rétroactivement toutes sortes de mariages qui ont été célébrés par des officiers religieux. Donc, cette situation a créé énormément de difficultés à la fois politiques et juridiques. On se place maintenant en 1861, au moment où le Code civil du Bas-Canada va être rédigé. Il y a 21 dominations protestantes, en plus évidemment de la religion catholique, qui ont obtenu
par une loi particulière, ce pouvoir de célébrer des mariages et de tenir les registres. Ma préférée, c'est celle de l'église de la comtesse d'Untingdon, qui apparemment est une dénomination bien connue en Angleterre. Donc, quand on a rédigé le Code civil du Bas-Canada, on a repris ce système des doubles registres avec cette pluralité de religions habilitées, et on a toujours maintenu l'obligation du célébrant ou du curé, plus exactement, de transmettre chaque année un des deux registres au greffier, qu'on appelait le protonotaire à l'époque. Toujours le même système de registre disponible dans les institutions étatiques pour fournir la preuve juridique. Donc, les deux étaient indissolublement liés. La célébration religieuse inscrite sur des registres qui avaient une force officielle, une valeur officielle consacrée par la loi, à tel point qu'on avait une amende de 80 $ à l'article 53 du Code civil du Bas-Canada pour les ministres du culte qui ne se conformaient pas aux obligations prévues par le Code civil du Bas-Canada. Je n'ai jamais vu mentionner qu'on ait effectivement poursuivi quelqu'un. Il y a d'ailleurs un des codificateurs qui était dissident à ce sujet-là, qui considérait que ça ne devait pas être dans un Code civil. Mais on voit l'importance qu'on accordait quand même à l'accomplissement de ses devoirs par le fait qu'il y avait une amende, qui restait en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993. Donc, évidemment, une amende de 80 $. C'était un peu folklorique compte tenu de l'inflation, mais la volonté législative était clairement là. Et autre article très intéressant ajouté en 1894, l'article 53B, on présume, parce que c'est pas absolument clair, que le législateur croyait que certains ministres du culte, probablement des rabbins, avaient eu par des lois spéciales l'autorisation de célébrer des mariages et pas de tenir des registres. Alors que normalement, c'est le contraire, il fallait être autorisé à tenir des registres pour célébrer les mariages. Et donc, on modifie le Code civil pour dire, dans un cas comme celui-là, après la célébration, le ministre doit absolument dresser l'acte de mariage et le transmettre au greffier. Donc, il n'y avait clairement pas de possibilité d'avoir une célébration qui ne soit pas suivie d'une inscription dans un registre par le célébrant lui-même ou éventuellement par le greffier à la Cour suprême. Quand on a adopté le mariage civil en 1968 au Québec, on a juste ajouté une autre possibilité pour qu'enfin ceux qui n'avaient aucune croyance religieuse n'aient pas à trouver un ministre protestant qui était prêt à marier tous ceux qui voulaient bien se marier devant lui. Et on a permis d'avoir une cérémonie religieuse qui n'avait aucun caractère religieux, mais on n'a absolument pas modifié les règles qui s'appliquaient aux célébrants religieux et le lien indissoluble, comme j'ai dit, entre la célébration religieuse et la célébration juridique. Cela dit, au 20e siècle, ça a été absolument clair, et ça aurait dû l'être dès le départ, que les mariages qui naissaient de manière indissolublement liée, ensuite, avaient chacun une vie différente. C'est particulièrement clair avec le divorce lorsque c'est permis par la loi de 1968 ou avant par des lois d'intérêt privé. Le divorce est une création de l'État et la religion catholique ne reconnaît pas le divorce, donc vous pouvez être marié aux yeux de Dieu si vous êtes un catholique et être divorcé par la loi, et même le tribunal ecclésiastique peut annuler votre mariage à des fins religieuses, ça n'annulera pas votre mariage à des fins civiles. Donc c'est clair que par la suite, la dissociation se produit très vite, mais au départ, on a ce lien indissoluble. Alors, quand on commence à travailler à la révision du Code civil du Québec, dans les rapports de l'Office de révision du Code civil, dans les débats de la sous-commission parlementaire de 1985, dans les commentaires du ministère de la Justice de 1993, on s'interroge sur le statut du célébrant qui vient de célébrer le mariage. Alors, dans l'Office de révision du Code civil, on dit que le célébrant a l'obligation de transmettre la déclaration du mariage. Dans les débats de la sous-commission, on dit qu'il conserve la responsabilité de transmettre cette déclaration. Les commissaires du ministère de la Justice, sur ce qui est l'article 375, dit que celui-ci oblige le célébrant à transmettre la déclaration. Et enfin, facteur qui a été souvent totalement négligé, les dispositions du droit criminel qui remontent pour le Québec à 1886 au moins. Deux infractions qui me semblent très significatives sur cette volonté d'exiger du célébrant religieux autorisé par la loi qui célèbre un mariage qui est aussi reconnu juridiquement. Donc, il y a deux infractions qui sont encore en vigueur, donc j'ai la version en vigueur. 294, celui qui célèbre ou prétend célébrer un mariage sans autorisation légale
pourrait théoriquement être condamné à 2 ans d'emprisonnement. Donc ça, c'est quelqu'un qui n'aurait pas reçu du ministre les documents appropriés pour faire cette célébration. La raison d'être de la règle me semble assez évidente, c'est pour éviter que des gens croient être mariés parce qu'ils ont été devant un célébrant qui se présentait comme autorisé à célébrer les mariages. Et donc, le simple fait de célébrer un mariage, quand on n'a pas le pouvoir qu'il soit juridique, est un crime au Canada encore à l'heure actuelle. Et deuxième infraction, cette fois-ci, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de célébrer légalement un mariage, mais qui célèbre sciemment un mariage en violation du droit fédéral, ça c'est très récent par ailleurs, ou des lois de la province où il est célébré. Donc, ne pas se conformer à toutes les obligations juridiques qui nous sont imposées comme célébrants est aussi un acte criminel passible de 2 ans d'emprisonnement au maximum. J'ai trouvé aucune cause publiée sur le sujet. Dieu merci, serais-je tenté de le dire à bon escient. Mais là, ça nous ramène au débat, qu'est-ce que le Code civil prévoit? Mais si, comme Alain Roy et moi le soutenons, il y a vraiment une obligation, après une célébration du mariage, d'un célébrant qui est reconnu par le ministre de la Justice de transmettre la déclaration au directeur de l'État civil, celui qui ne le ferait pas commettrait un acte criminel. Et donc, je vais laisser aller plus tard prendre la suite des choses pour dire qu'est-ce que le texte de 1994 peut nous dire à ce sujet. Merci beaucoup. Merci d'avoir brisé la glace. Donc, comme